Un petit peu de l'écrit et le déploiement de l'informatique, etc. On peut s'inquiéter, mais c'est d'abord une préoccupation. L'intérêt, c'est déjà effectivement de maintenir constamment cette réflexion sur le sujet et puis d'appeler les uns et les autres autour de la tradition orale, autour de l'art oratoire, etc. Pape Sissoko, philosophe d'origine sénégalaise, apporte sa collaboration à la semaine de l'oralité. Il en est d'ailleurs le principal meneur. Avec nous ce soir, le philosophe Pape Sissoko. Monsieur Sissoko, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avoir choisi la Polynésie dans votre itinéraire? Je voudrais d'abord sacrifier une tradition africaine qui voudrait dire Nangendef à tous les Polynésiens qui nous écoutent et nous voient. J'ai choisi la Polynésie parce que j'ai une amie qui est ici, qui est enseignante et qui m'invite ici de temps en temps. Et je suis un amoureux du savoir et de la culture. Je n'aime pas passer des vacances farniantes à bronzer. Je suis assez bronzé, je suis siki. Ce que j'aime, c'est des vacances studieuses où je rencontre des gens pour parler de ce qui les intéresse, pour essayer d'échanger, de nous enrichir mutuellement tous les jours. Et donc c'est pourquoi j'ai pris contact avec le TACT. Je voudrais ici remercier Jean-Marc et Mylène qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'on puisse mettre en place ce genre de rencontre. Voilà, donc je suis venu pour rencontrer les Polynésiens, faire des recherches dans le cadre de mes études de philosophie, puisque je prépare une thèse de philosophie sur l'esthétique négro-africaine, et je pense qu'avec les sculptures de Polynésie, il y a quelques filiations. Monsieur Sissoko, chez nous en Polynésie, le silence est considéré comme étant une forme de parole. Cette forme d'expression vous choque-t-elle? Elle ne me choque absolument pas. Et je voudrais vous me poser une très bonne question, puisqu'on a l'habitude de dire que le Polynésien ne dit absolument rien. Je voudrais corriger une chose, quitte à quelqu'un qui puisse m'opposer une contradiction dogmatique et péremptoire, mais cohérente et rigoureusement argumentée, que le silence est une forme louable de communication. La parole ne se dit que quand le moment est venu, et je pense que le Polynésien, il est comme cet objet. Pour savoir si l'objet parle, il faut le secouer. Et le secouer comment? En des termes sains, il faut lui poser les bonnes questions pour qu'il réponde. Si on pose une question idiote au Polynésien, tout comme à n'importe quel individu, il ne répondra pas. Si on le parle de façon condescendante, il ne répondra pas. Je pense il a besoin qu'on l'écoute, qu'on le prenne en tant que personne et qu'on ne le prenne pas pour un moins que rien, un imbécile, excusez-moi du terme, mais qu'on le prenne comme un être humain capable de parler, de donner l'information, une personne à part entière. Et donc, je rappelle que le silence est une forme éminente de communication. Comment expliquez-vous les similitudes existantes entre les mythes et, je dirais, l'organisation sociale, familiale, africaine et polynésienne? Merci. Ce qui m'a choqué, ça veut dire ce qui m'a alerté. En Polynésie, c'est une tradition orale comme en Afrique. Il y a ressemblance, mais pas identité entre le Polynésien et l'Africain. La ressemblance, c'est tout simplement cette tradition orale, c'est cette capacité de vivre en groupe, cette solidarité qu'il y a, cette solidarité familiale qui rapproche effectivement de l'Afrique. Les traditions orales sont des traditions vivantes qui vont vers l'autre sans travers, sans complexe. Monsieur Sissoko, merci. C'est moi qui vous remercie. Après l'exposition artisanale des Tuamotu, des Australes, des Marquises et surtout des îles sous le vent, c'est au tour des îles du vent d'exposer à la place Vaiete. Terme retenu, les vertus du potiron et de l'acacia. Caroline Jouré et Léopold Tefatov nous en disent plus. Vu comme ça, a priori, casser une noix de coco, ça a l'air facile. Mais les touristes qui s'y sont essayés ce matin ont pu vérifier que l'art de casser ou de râper une noix de coco, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'il n'y paraît. Chaque jour, les artisans de la place Vaiete accueillent le public et l'invitent à participer aux démonstrations, en musique et dans la bonne humeur. Cette semaine, honneur aux îles du vent. On peut voir l'utilisation des brins de bourre de coco préparés et tressés pour faire des colliers incluant des perles, des coquillages et de la nacre.
L'utilisation également du bois d'acacia râpé en copeaux, lesquels sont assemblés en bouquets pour confectionner des couronnes de tête, à ne pas confondre avec les couronnes de Maotini, le potiron. On utilise les tiges, macérées puis séchées, des tiges utilisées également en cuisine comme des légumes. Les artisans sont prêts à dévoiler tous leurs secrets, place Vaiete. Attention, dernière semaine avant fermeture du village. À 64 ans, Émile Ichner a enseigné pendant 15 ans au Centre des métiers d'art. Aujourd'hui, à la retraite, il continue d'enseigner son art chez lui. Son portrait dressé par Caroline Jouré et Patrick Tinsing. Émile Ichner est l'un des plus anciens artisans de Tahiti. Moi, j'ai commencé à travailler sur la NAC à 15 ans. Mon père faisait aussi, des décapages de NAC dans ce temps-là. Il faisait des caisses en bois pour l'emballage des NAC pour exporter. Émile a suivi la trace de son père. Il s'est spécialisé dans l'ameublement et la décoration de style polynésien. La qualité, l'originalité du mobilier qu'il fabrique ont fait sa renommée. Il a lui-même créé ses modèles, dont il garde les ébauches, à peine dégrossis, dans le bric-à-brac de son atelier. Mais le bois précieux est devenu rare. Maintenant, c'est difficile, on n'en trouve plus maintenant. On ne trouve plus. Même le taux, c'est difficile à en avoir, on ne peut pas avoir des marquises. Il n'y a que le Tuamotu qui peut en avoir un peu, mais c'est difficile à faire envoyer, il faut l'autorisation. Aujourd'hui, il est devenu plus facile de travailler du bois d'importation. Quant au nacre, grâce à la perliculture, il y en a en quantité. Les artisans n'ont aucun mal à se procurer de la matière première. Le polissage, la gravure sur nacre sont enseignés aux jeunes pour qu'ils en fassent leur métier. Émile, lui, se souvient de la taille des nacres pêchées en apnée. Celles d'aujourd'hui sont beaucoup plus petites. Il y a 8, 9, 10 cm, 12, c'est tout. Parce qu'on ne fait plus la planche. On fait des trucs pour attraper les petites nacres. On fait la reproduction. Hein. Mais les nacres, c'est en fond. Autrefois, il n'était pas rare que les nacres atteignent plus de 15 cm de diamètre. Aujourd'hui, certains travaux sont devenus impossibles. Les nacres sont trop petites et de trop faible épaisseur. C'est ainsi que les portraits finement gravés en transparence appartiennent désormais au passé. Émile donne leur chance aux jeunes qui débutent. Il accueille des stagiaires du Centre des métiers d'art pour préparer la relève. Ce métier-là, c'est un bon métier. Mais il faut avoir le moral pour travailler ça. Le bruit, la poussière, Émile Ichner sait de quoi il parle. Toute une vie, depuis l'âge de 15 ans, consacrée à la création. Et au bout du compte, la satisfaction d'être heureux. Depuis sa création à Besançon, au printemps 96, on y a parlé entre autres de la culture, de la femme et tout dernièrement du destin. Pour chasser vos idées noires, loin des esprits fumeux, pour vous aérer la tête, rien de tel qu'une soirée au café de philosophie animée par Pape Sissoko. Ce soir, le hasard a voulu que l'on parle du destin. Dès l'instant où il y a l'objectif de la mort, je pense que le destin est moins beau à réaliser. On sait bien sûr que chaque humain part d'une naissance jusqu'à une mort qui est incarnée, enfin une vie qui est incarnée, mais est-ce que le début est à placer à la naissance, est-ce que la fin est à placer à la mort, et est-ce que le parcours est entre les deux, ou est-ce que c'est plus large que ça et... Voilà, question. Merci de l'avoir posé. Ici, pas de professionnels de la philosophie, c'est ouvert à tous. On vient pour écouter, pour réfléchir et pourquoi pas parler. Dans la vie, on a toujours des choix à faire à un moment ou à un autre. Ça signifie qu'il n'y a pas de destin possible. Aujourd'hui. Et même, il y a deux manières d'envisager ce déterminisme. Il y a une manière qui serait de subir, et dire voilà, moi je suis que comme ça, moi je voudrais être autrement. Et à partir de là, on subit toute sa vie son destin et on n'agit jamais. Ou il y a une autre manière de voir les choses, c'est d'agir, c'est-à-dire de voir ce déterminisme comme des moyens d'action. Et à partir de là, on peut devenir libre et en faire quelque chose. Fatalité, liberté, telle est la question. Alors est-ce qu'on peut choisir entre révolte, entre résignation ou entre enthousiasme? Bon, les mêmes philosophes diront non, c'est par un déterminisme implacable que certains passent rapidement de la révolte à la résignation, ensuite à la compréhension, ensuite à l'enthousiasme. C'est QFD.
Je voulais dire qu'étrangement, je suis assez d'accord avec toi. Agir sur son destin, c'est peut-être prendre le chemin du Marula, histoire de renouer avec la parole. Est-ce que le hasard existe?